Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour ce webinaire sur le thème de la cybersécurité avec la carte Microbit également, mais pas que. Je suis Guillaume, médiateur scientifique à la Fondation C'est Génial, notamment autour de l'action Yes We Code, mais ce soir je suis accompagné de Quentin. Quentin, je te laisse la parole, nous dire qui tu es, te présenter et nous partager la première activité. C'est à toi. Oui, merci Guillaume. Donc Quentin, du coup moi je travaille pour RootMe Pro. On est une entreprise basée sur une association, donc les deux étant françaises, et on œuvre pour l'accessibilité de la formation à la cybersécurité via des contenus pratiques, ludiques et réalistes, euh, qui sont généralement plutôt des contenus techniques pour exercer un métier dans la cybersécurité, par exemple hacker éthique, analyste SOC, expert forensique, réponse à incidents, etc. Et de plus en plus, on fait des contenus, on va dire, de sensibilisation, même pour des collégiens et lycéens et pour leurs profs, bien entendu. Euh, et on est partenaire, on va dire, de la Fondation Chez Génial, puisqu'on est dans le même programme France 2030 qui s'appelle Talcib, notamment pour toutes les actions qu'on fait au niveau de l'éducation nationale, donc des offres de formation, on va dire BTS, CIEL, SIO, Bac Pro, collégiens, etc. Et aujourd'hui, on a essayé de vous donner accès à un certain nombre de contenus. Je pense que Guillaume a partagé un lien d'inscription. Je ne sais pas si tout le monde l'a bien vu. Donc oui, on est obligé de passer par un petit formulaire d'inscription parce que pour accéder à notre plateforme, il faut à minima s'inscrire avec un mail. Vous pouvez mettre un mail poubelle, c'est pas très grave. Euh, on appréciera un petit peu d'informations vous concernant, un minimum de quelle région ou euh, dans quelle filière vous enseignez. C'est juste pour que nous, on ait des stats. On n'est pas dans le business de la revente de données, vous inquiétez pas. On prend vraiment que le strict minimum pour que vous puissiez accéder à la plateforme. Le but, c'est quand même de laisser un mail. Vous allez recevoir un mail de confirmation qui vous permettra de créer votre compte. Là, ce que je vous montre, c'est la plateforme dans sa globalité. C'est pas forcément la sélection que vous avez aujourd'hui. C'est juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce qu'on fait. On a des choses découvertes, même pour des collégiens. Et après, on est plus sur des choses un peu métiers qui peuvent être une cinquantaine d'heures et qui peuvent être, entre guillemets, certifiantes pour exercer ce métier. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une toute petite partie de notre parcours IA, parce qu'on a un parcours entier sur la sécurité de l'IA avec des contenus quand même assez avancés pour tout ce qui va être attaque sur de l'IA ou développement sécurisé de l'IA. Aujourd'hui, on va se focaliser vraiment que sur du prompt injection, que nous, on utilise beaucoup sur de la sensibilisation. Je pense que d'ailleurs, le premier, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être celui-ci, premier pas, ouais, comme son nom l'indique. Donc, vous allez pouvoir vous balader au sein du parcours. Vous n'avez que trois niveaux. Commencez par le premier, tant qu'à faire. Ça met un petit peu de temps à lancer le challenge, parce que c'est vrai qu'on, dans notre nouvelle version que je vous présente actuellement et auquel vous avez accès, l'élément qui permet de valider le challenge, c'est ce qu'on appelle un capture the flag, est un flag. Un flag, c'est un mot de passe qui va s'afficher à la fin du challenge quand vous avez réalisé toutes les étapes. Et notamment pour réduire un peu les triches, etc., le challenge se crée au moment du lancement, ce qui permet d'avoir un flag aléatoire pour éviter qu'un écolier ou un étudiant fasse juste copier-coller par rapport à son petit copain. À minima, il va devoir refaire la solution en entier. Vous allez avoir accès aux solutions une fois que vous aurez fini le challenge d'ailleurs. Donc une fois que c'est lancé, il faut rester sur la page de challenge. Vous cliquez sur accès au challenge et là, il faut bien lire les instructions qui sont ici. Vous êtes directement en train de converser avec ChatGPT qui est derrière. Nous, on a fait juste un petit front sympa devant. Et on va vous demander de faire ce qu'on appelle du prompt engineering, c'est-à-dire de discuter avec de l'IA et de bypasser, on va dire, les différentes protections qu'elle peut avoir pour obtenir une réponse. Ça, c'est des vulnérabilités qui étaient connues notamment au début de ChatGPT. Plus vous avancez dans le niveau, là, vous n'en avez que trois, mais plus ça devient compliqué. C'est des choses qui ont été corrigées depuis, mais qui fonctionnaient bien au début, donc c'est assez sympa. Nous, on l'utilise pour plusieurs raisons, notamment auprès des collégiens lycéens et de vous aujourd'hui aussi. La première, c'est pour apprendre un peu le métier de prompt engineer, donc bien discuter avec de l'IA pour avoir les bonnes réponses, que ce soit sur du texte ou de la création d'images, etc. C'est un vrai métier aujourd'hui qui est assez recherché, parce qu'on gagne forcément en productivité quand on peut faire un prompt et qu'en 2 minutes, on a une réponse par rapport à 50 prompts et ça nous prend 5 heures, pour avoir un résultat, on va dire, qualitatif. Le deuxième, c'est qu'on veut sensibiliser le plus de monde à le concept de pré-prompt. Donc c'est ça en fait tout l'enjeu derrière. Un pré-prompt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les instructions cachées en fait du créateur de l'IA. Et autant vous dire que là, on n'en a pas mis beaucoup, mais dans la vraie vie, il y en a un sacré paquet, qui peuvent être relativement politisés et qui vont venir biaiser la réponse. Dans la plupart des cas, c'est essentiel parce que entre l'information que vous allez donner, donc le prompt et le résultat, s'il n'y avait pas ces petits filtres au milieu, ces espèces d'entonnoirs, en fait, les réponses potentielles seraient potentiellement infinies. Et donc, on n'arriverait jamais à avoir un truc. Donc, c'est bien qu'il y ait des pré-prompts. Mais par contre, on a pu voir dans pas mal d'IA
je pense notamment à l'IA de génération d'images de Google à ses débuts, des pré-prompts qui sont très politisés et qui vont rajouter des choses dont vous en avez pas besoin et qui vont faire des résultats, qui sont complètement incohérents, et qui, pour ceux qui y croient, dur comme fer, vont venir réécrire l'histoire. Par exemple, cette IA générative de Google rajoutait systématiquement, le pré-prompt, ce qu'ils appellent diverse, donc diversifié, enfin diversifie, voilà. Et donc toutes les images de personnes, forcément, c'était que des minorités, donc ce que les ingénieurs de l'IA, généralement d'ailleurs des ingénieurs blancs, mâles, considéraient comme diverses, donc pas de blancs globalement, hein. Il y avait que des minorités, donc vous demandez des Vikings au Moyen Âge en train d'assiéger Paris, tout le monde était black globalement. Donc bon, pourquoi pas, mais nous, on a la capacité à se dire: «OK, c'est rigolo, c'est marrant», mais pour des jeunes qui y croient dur comme fer, encore une fois, ils réécrivent l'histoire. J'avais même des petits collégiens qui m'avaient sorti une anecdote que leur avait sorti leur professeur de français, qui disait que, il y avait un ingénieur japonais qui, avait mis des pré-prompts qui volontairement oubliaient pas mal d'informations de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en Chine, ce qui fait que quand on interrogeait l'IA sur des faits historiques, bah, forcément les résultats étaient biaisés. Donc voilà, pour revenir sur notre exercice, nos 3 exercices d'aujourd'hui, et d'ailleurs vous inquiétez pas parce qu'après Guillaume va enchaîner, hein, vous aurez tout le temps que vous le souhaitez pour le faire à la maison, si ça vous intéresse en tout cas. On a volontairement demandé de trouver des informations qui sont erronées. Par exemple, là, on est sur, si on lit les instructions, le nombre de planètes dans le système solaire. Donc volontairement, on a mis plus de planètes que ce qui existe dans le système solaire. Et donc si vous grattez un petit peu, vous discutez avec l'IA pour avoir cette information, elle va finir par vous dire, bah, il y a, je sais pas, une neuvième planète dans le système solaire. Il va falloir trouver le nom de cette planète. Elle voudra peut-être pas vous répondre, il faudra peut-être un peu lui mettre la pression, hein. Et plus vous allez avancer, bah, plus, encore une fois, volontairement, on mettra des informations erronées, et il faudra, contourner un peu les blocages pour y arriver. Il y a 2 environnements à regarder en parallèle, hein, comme vous avez sur mon écran. Bah, vous avez effectivement le super LLM dans lequel vous allez devoir mettre des prompts et vous avez, l'interface de challenge où vous avez les instructions qui sont ici. Donc après vous pouvez vous amuser à discuter avec ChatGPT comme, vous le ferez dans la vraie vie, hein, au bout d'un moment, c'est quand même bien de rester dans le jeu, mais pourrez lui faire cracher l'information, hein, vous dites bonjour, elle va vous répondre bonjour, hein, normalement. Hem, voilà, c'est un ChatGPT normal, hein, donc vous pouvez même lui parler en anglais ou en chinois si vous voulez, ça devrait marcher. Et n'oubliez pas du coup ces instructions et à la fin, vous allez avoir, si vous réussissez l'exercice, donc à lui faire en gros donner l'information que vous voulez et qu'elle ne veut pas forcément vous donner. Dedans, il y aura marqué: «Voici le flag». Il faudra juste le copier-coller et l'injecter ici et le soumettre. Si c'est pas le bon flag, ça vous le dira, il faudra y réessayer. Si c'est le bon flag, normalement, ça devrait marcher. On a une question dans le chat. Quel type de compte faut-il créer, visiteur ou contributeur? Alors je pense que Raphaël, vous êtes sur le site RootMe, c'est pas du tout le lien qu'on a partagé. Il faut, aller sur, RootMe Pro. Donc le lien que j'ai Il y a remis, pas de concept de visiteur ou contributeur sur RootMe Pro, vous avez juste un compte joueur, hein, globalement aujourd'hui et ça vous demande pas de choisir de compte. donc je remplace le partage actuel. Hop là, voici à quoi ça ressemble. Donc sur la page d'accueil, il y a un parcours et une sensibilisation. Et donc là, en grisé, donc là, le contenu est impossible, c'est ce que tu disais, Quentin. Et donc Mmh. là, d'un accès très facile pour une dizaine de points et compter une vingtaine de minutes, c'était celui par lequel tu commençais, le commencement, le prompt Oui, injection, premier pas. Et donc ensuite, il y a d'un accès facile, hein, pour 15 points. Donc j'imagine que le second peut-être à tester, c'est le biais d'autorité. Comme il c'est était en ça, haut à gauche, j'ai commencé par celui-ci. Et donc c'est ici en haut à droite où il faut démarrer le challenge. tout à fait, ça prend Et quelques donc secondes, parce que le challenge se ça se prend se quelques fabrique. secondes et ça ouvre un nouvel onglet avec cette fois-ci Non, alors il le faut appuyer chatbot. après sur accéder au challenge, mais oui, et ça ouvrira un nouvel Ouais. onglet quand vous allez appuyer sur accéder au challenge. Puisque là, on parlait de chatbot, de LLM. Quelqu'un pourrait se dire que finalement, on est peut-être davantage en train de parler d'IA que de cybersécurité. Oui, bah, en fait, bon, c'est un métier encore une fois à part entière, le métier de prompt engineer. Là où on va parler de cybersécurité, c'est sur le côté sensibilisation du truc, hein, donc de dire que volontairement, on vous a mis des pré-prompts très, très, très visibles, très grossiers, et après ce qu'on fait nous quand beaucoup sur des événements, c'est que, une fois que les petits jeunes ont fait les challenges, on leur dit: «Bah, vous voyez là, on a mis des pré-prompts, on vous a appris ce que c'était qu'un pré-prompt, vous étiez quand même bien visibles, mais réfléchissez aussi quand vous utilisez ChatGPT ou équivalent, à OK d'accord, mais qui c'est qui l'a créé?
et quel pré-prompt il a potentiellement mis derrière. Donc quand vous avez un résultat, n'hésitez pas à le challenger. Et on voit même que d'ailleurs ChatGPT aujourd'hui fait encore beaucoup, beaucoup d'erreurs, des fois sur des questions très, très basiques. Donc toujours à prendre avec des pincettes et malheureusement, nous, on a un peu plus d'expérience et on commence à utiliser l'IA pour nous aider à faire des choses qu'on sait faire. Heu, mais certaines générations sont plutôt en mode on pose le cerveau et c'est l'IA qui fait à notre place. Hem, donc je leur dis aussi: «Attention, hein, si vous faites ça, déjà, vous allez peut-être avoir du mal à trouver du taf parce qu'on va pas faire appel à vous, on va faire appel à l'IA». Mais voilà. Donc c'est en ça où on est plus dans la sensibilisation. C'est vrai qu'on travaille en parallèle, nous, sur d'autres contenus de sensibilisation, plus sur les mots de passe, sur les réseaux sociaux, sur, le phishing, sur l'IA aussi, mais dans le sens plutôt à, confidentialité des données, donc de faire attention à ce qu'on met comme prompt dans une IA parce que, bah, potentiellement derrière c'est stocké, analysé, réutilisé par, plein de gens. Donc là, en l'occurrence par des Américains. Donc pour un collégien, c'est pas très, très grave, mais pour une entreprise, du CAC 40, qui développe des produits, avec une R&D assez forte, c'est pas sûr que ce soit très bien que l'oncle Sam soit au courant de plein de choses, hein, du nombre de clients, du nombre du produit, et cetera. Donc voilà, il y a plusieurs sujets de sensibilisation autour de l'IA, je pense, qui peuvent être pertinents. Celui-ci étant juste basé sur attention aux résultats que vous donne une IA générative, qui peut être clairement biaisé par ce qu'on lui a donné comme instruction. Donc c'est de la cyber, au final. Il y a une question dans la conversation, est-ce qu'on peut le faire tester aux élèves? Oui, 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 oui. Alors pour info, sur ces contenus-là, je suis pas sûr qu'on l'ait fait. Mais on est interconnecté avec le GAR, pour toutes les parcours, on va dire, de formation qu'on a, nous, au niveau, ciel, SEO, et autres. Hem, le problème alors je crois que le nom, prénom, c'est pas obligatoire et l'adresse mail, ils peuvent mettre une adresse mail poubelle. Mais, mais voilà, vu qu'on parle de potentiellement de personnes mineures, il faut pas non plus qu'ils donnent trop d'informations quand ils s'inscrivent. Mais ils peuvent, oui. Si jamais, si vous avez eu le nom de l'océan, mais pas le flag, ça peut être des effets de bord de challenge prompt engineering. Hésitez pas à l'arrêter, à le relancer et à refaire la même chose et peut-être que là, vous allez avoir le bon résultat. C'est assez, parfois aléatoire. Alors moi, je note quand même dans ce que tu viens de dire là, essayer et relancer, que ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter parfois à relancer de manière générale quand on parle d'informatique. Si ça ne marche pas la première fois, il faut peut-être réessayer à l'identique et peut-être qu'à l'identique, la seconde fois, ça marchera, ce qui est toujours un peu déroutant. Oui. Et je retiens aussi dans la discussion précédente que finalement, il fallait entraîner notre esprit critique. Ah bah, oui, c'est clairement pour entraîner l'esprit critique. Alors peut-être à votre âge et votre niveau, vous en avez pas besoin, mais voilà, sur certaines populations, notamment plus jeunes, c'est bien quand même de l'en rappeler. Et de toujours se poser la question de pourquoi c'est gratuit et pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. C'est particulièrement vrai le fait de devoir, «reboot» entre guillemets pour que ça marche pour de l'IA parce que, même si vous commencez à utiliser, ChatGPT pour vous faire quelque chose, si vous gardez tout le même fil de conversation, bah, plus ça va aller, plus elle va être biaisée par ce que vous avez mis avant. Donc si vous êtes entre guillemets «planté», c'est bien de recommencer à zéro, sur une feuille vierge, on va dire. Donc là, c'est un peu pareil pour ce challenge, enfin ces challenges prompt engineering. Il faut pas, voilà, si ça a buggé entre guillemets parce que, bah, l'IA, pas forcément suivi les instructions, faut juste recommencer et retester. Quelles compétences ou quels outils on peut donner à des jeunes collégiens ou lycéens qui seraient intéressés pour se tester? Il y a plein de défis. Tu en parlais rapidement au début sur les CTF, les captures de flag, donc un petit peu ce qu'on fait là, d'essayer de trouver de l'info, Ouais. s'intéresser ou s'essayer à l'OSINT, alors peut-être le faire sur soi-même, je ne sais pas. Enfin, qu'est-ce que tu conseilles de manière générale pour des jeunes garçons et filles qui voudraient essayer de voir si le domaine de la cybersécurité, qui comprend de très nombreux Oui. sous-domaines, pourrait éventuellement les intéresser? Alors déjà pour plus de la sensibilisation à faire attention à son usage du numérique, que ce soit pour des jeunes ou des moins jeunes, moi ce que je dis c'est toujours faire le lien avec la vraie vie, parce qu'au final, c'est pas parce que c'est virtuel que c'est pas la vraie vie, voire même c'est pire. En faisant des analogies, par exemple, un mot de passe, c'est comme la clé, on a une clé pour sa voiture, une clé pour sa maison, une clé pour sa machin, on va pas la laisser traîner, on va essayer de pas avoir la même clé pour tout et on va pas forcément la donner à un tiers de confiance, en l'occurrence, demander à Google de sauvegarder tous nos mots de passe parce que, ben, ce tiers de confiance peut aussi, perdre les clés ou se les faire voler. Pareil pour les réseaux sociaux, je leur dis alors j'aime bien être un petit peu provoque, hein, ça leur viendrait jamais à l'idée de se foutre à poil en plein milieu de la rue, avec
globalement. Sauf que s'ils le font, bah, il y a peut-être 5-6 personnes qui vont le voir et puis au bout d'une semaine, ça sera oublié. Mais ils le font sur les réseaux sociaux. Alors, des fois en mode figuré, parfois en mode, réaliste aussi, hein, notamment dans les jeux vidéo et cetera. Déjà, ils savent pas forcément qui est en face et puis, le problème, c'est que ça, c'est la terre entière qui va le voir et globalement, ça va jamais disparaître. Et généralement, ça ne n'intéresse pas grand monde, si ce n'est les gens qui leur veulent du mal. Donc voilà, c'est ce genre de truc pour la sensibilisation. Pour ce qui est de plus, la carrière ou les choses comme ça, alors d'être curieux, hein, de pas forcément juste suivre, la voie toute faite, de la formation. Il y a de plus en plus de formations, dont certaines qui sont très bien. Mais ce qui va faire la différence, c'est les gens qui sont passionnés et qui veulent tester, et aller un peu plus loin et faire des projets personnels, avec des plateformes comme Rootme ou d'autres d'ailleurs, mais voilà, de pas forcément attendre, de pas forcément être juste consommateur et attendre qu'on leur apporte tout sur un plateau et plutôt de comment dire? D'être proactif et de pas se reposer sur ses lauriers. Heu pareil sur la partie utilisation de l'IA, moi ce que je conseille aux jeunes, c'est que c'est bien d'utiliser l'IA pour gagner du temps. Mais avant d'utiliser l'IA pour gagner du temps sur des tâches, c'est malheureusement nécessaire de le faire à la main, soi-même, pour acquérir soi-même les compétences et mieux briefer l'IA et mieux pouvoir challenger ce que va faire l'IA. À partir du moment où on sait faire le truc. Alors après, je pense que est-ce que c'est pas aussi un bon test avant d'enchaîner sur la suite, sur la carte microbit, du coup, est-ce que c'est pas un bon test pour, déterminer qui va être un bon limier, justement, qui va abandonner assez vite? Je parle peut-être pour des jeunes qui voudraient s'intéresser à la cyber. Est-ce qu'il n'y a pas des profils comme ça qui, justement, comme ça, au moment où ça devient un peu compliqué, quand il faut creuser, se creuser la tête, se creuser des méninges, faire différemment, trouver une autre technique, est-ce que c'est pas un bon indice qu'on est peut-être un peu fait pour s'intéresser à la cyber, à justement aller chercher dans des recoins des solutions qui sont pas de prime abord accessibles? Parce que c'est un peu ça là. Ah mais carrément et c'est vrai que, bah, c'est un peu la motivation ou la patience et nous on le fait beaucoup sur des salons, hein, c'est encore pire en gros, si ça dure plus que 5 minutes et que c'est pas sur un téléphone, personne le fait globalement. Même ne serait-ce que mettre un formulaire d'inscription, on s'en passe, hein, malheureusement parce que, bah, sinon on perd 90 des gens, et donc de se prendre des murs, bah, il y en a plein qui abandonnent assez rapidement. Hem, Au même titre d'ailleurs que historiquement l'ADN de Rootme c'était, de tester, 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 jusqu'à ce qu'on y arrive, quitte à se prendre, des dizaines et des dizaines d'échecs avant que ça passe, et il y avait pas de tutoriel, il y avait pas d'aide. Il y avait la communauté qui pouvait donner des indices et conseiller sur par où commencer, mais c'était vraiment en mode débrouillez-vous et c'est trial and error, hein. Parce que, bah, c'est à partir du principe qu'en tout cas à l'époque, en 2006, il y avait pas de tuto dans la cybersécurité et tout était nouveau. Maintenant qu'on adresse des publics beaucoup plus larges et à des niveaux parfois beaucoup plus bas, on a rajouté quand même pas mal d'indices et de ressources associées et cetera. Mais il n'empêche que dans les métiers de la cybersécurité ou de l'informatique, il devrait normalement arriver des fois, des moments où, il y a pas de tuto. C'est effectivement un état d'esprit, mais pas que lié à la cyber, je pense, hein, d'une manière générale, il faut pas lâcher l'affaire, quoi. Merci beaucoup, Quentin. Avec plaisir. Du coup, je vous laisse, continuer à vous amuser et puis, comme, dit plusieurs fois, si vous voulez, continuer ce week-end ou ce soir ou pour Noël, vous pouvez le faire. Oui, pour Noël, donc ça va rester actif. Le lien là qui a été partagé sera actif pendant quelques mois, c'est ça? Oui, alors on n'a pas forcément mis de limite, mais si on voit qu'il y a des milliers de personnes qui se connectent dessus, peut-être qu'on on ralentira un peu le truc. Mais là, pour le nombre de personnes et les profs et cetera, il y a pas de souci, ouais. Merci à tous et bon courage pour la suite, de ce que vous réserve Guillaume. Pour commencer sur la cybersécurité, alors il y a beaucoup d'aspects dans la cybersécurité. On pourrait parler de la protection par mot de passe. On parle assez peu de la protection physique, protéger son matériel. Donc moi j'aime bien commencer par cet élément que j'ai dans la main, qui ressemble à une clé USB et qui est en fait une petite rallonge USB. Alors j'imagine qu'il doit exister maintenant l'équivalent en USB-C et non pas en USB 2 comme je l'ai là, moi. Et est-ce que vous avez déjà vu ce type d'élément? Je l'ai présenté l'an dernier lors du webinaire sur la cybersécurité. Et est-ce que vous avez une petite idée de ce à quoi ça peut servir? Je vous le mets dans la position qui peut vous permettre de trouver
un indice. Et après, je partage mon écran et je vous donne la solution. Keylogger, un filtre. Alors, keylogger, ce serait plutôt, pour le coup, pour un keylogger, c'est pour essayer de se loguer à distance. Un filtre, alors pour filtrer des données peut-être. Je rejoins l'idée d'un filtre. On trouve une clé. Est-ce que c'est cure de la lire? Ah, ça, c'est une bonne question. Un adaptateur ou bien pour supprimer les données, pour enregistrer les frappes. OK. Alors, j'ai l'impression que vous me proposez plutôt des activités de hacking, ce qui n'est pas trop mon intention pour le coup. Là, c'est plutôt une protection, en fait. Donc, effectivement, il y a des petits appareils, même encore plus petits que ceux-ci, hein, qui peuvent se brancher pour enregistrer les frappes que l'on fait sur son clavier. Il y a même des niveaux de hacking, de cybersécurité qui sont encore plus évolués, qui, par les variations électromagnétiques, arrivent à intercepter des flux pour savoir sur quelle touche vous êtes en train d'appuyer. Parce que le clavier, lui, avec des variations de tension, ben, on peut essayer de deviner sur quelle touche vous êtes en train d'appuyer à distance. Là, on rentre carrément dans des films de science-fiction, mais à des niveaux poussés, ça existe. Ce n'est pas une clé d'encryption, ce n'est pas une clé USB tout court. En fait, son seul mérite, c'est pour ça que je l'ai mis dans la position qui vous permet de le voir. Si vous regardez en bas ici, il y a quatre broches, parce que sur de l'USB, il y a quatre connectiques. Et quand on arrive de l'autre côté, il n'y en a plus que deux. Alors, je vais vous partager mon écran, vous verrez mieux sur le visuel que je vous partage. Donc, ça sert à connecter cette clé et ensuite brancher l'appareil de votre choix. Et ça va ne permettre que de recharger l'appareil. Ce petit adaptateur, en ne permettant que le transfert électrique, va empêcher toute connexion data. Donc, que vous mettiez un ordinateur, un téléphone, quoi que ce soit, vous allez permettre la recharge et c'est tout. C'est radical. Donc, il n'y a aucune donnée qui va passer. Il n'y a que deux broches et il n'y a pas de data. Voilà. Donc, uniquement un petit accessoire qui a pour but finalement de recharger un appareil et c'est tout. Donc là, on aborde l'aspect de la cybersécurité d'un point de vue mécanique, physique, en supprimant complètement l'accès aux données. C'est évidemment pas le seul aspect que je voulais voir avec vous, mais je trouvais intéressant, et puisque là on a parlé de plusieurs aspects avec Quentin de RouteMe Pro, euh, mais on parle assez peu finalement de la protection physique. Alors dans les entreprises, il y a des niveaux de protection différents, des niveaux d'accès différents. Il y a des badges d'accès, il y a des zones en fonction de... normalement, une zone des serveurs elle n'est pas accessible à tous les employés. Donc, mais ça aussi, c'est de la protection physique. Et donc, en termes de cybersécurité, Quentin en a parlé, il y a la protection des mots de passe, l'encryption. Donc, il y a tout un tas de spécialités vraiment très élaborées en termes de cybersécurité. Moi, les programmes que je voulais partager avec vous, donc j'utilise l'interface de programmation de VitaScience. Je vais vous repartager mon écran que voici. Donc, sur le lien de partage de cette activité, clé en main, vous pourrez tester de quoi fabriquer un code à 4 chiffres qui va s'afficher à la fin. Alors, je vais redétailler je vais peut-être le charger directement sur la carte microbit. Donc ici, je téléverse. Je suis dans un navigateur Chrome ou Edge. J'avais bien connecté ma carte qui est bien présente. Donc, je la connecte, ça charge le programme. Donc, j'ai créé 4 variables pour l'occasion. J'utilise également les diodes, les 4 LED du Shield BitMaker. Et vous voyez que, donc au départ, alors ça va être un code à 4 chiffres. Au départ, ma variable chiffre est là pour valeur 0. Si le chiffre est égal à 0, je vais incrémenter la première variable. Donc pour mon code à 4 chiffres, ce sera les milliers. Et puis je vais appuyer, je descends en bas du code, ici sur le bouton B. Je vais incrémenter le chiffre et donc après les milliers, ce sera les centaines, les dizaines et puis les unités. Et à la fin, on va afficher le code à 4 chiffres qu'on aura choisi.
j'ai voulu créer un exemple de comment je fais pour créer un code à 4 chiffres alors que je n'ai que 2 boutons sur la carte microbit. Donc ici, avec le bouton A, je vais pouvoir... alors je vais peut-être arrêter le partage, comme ça vous verrez mieux. Ici, j'appuie une fois sur le bouton, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc là, je suis en train de sélectionner le chiffre. On a la LED qui est ici allumée en haut, puisque c'est le chiffre des milliers que je suis en train de sélectionner. Une fois que j'appuie sur le bouton B, ça va valider ce chiffre. Donc on a un petit clignotement, c'est purement visuel et esthétique, hein, ça n'a rien, pas d'autre valeur. Ma LED ici a changé de position, donc pour m'indiquer que je suis en train de sélectionner non plus le chiffre des milliers, mais le chiffre des centaines. Et je vais pouvoir de nouveau appuyer sur le bouton A. Alors je vais choisir un autre chiffre. Je vais aller jusqu'à 7. Et je vais pouvoir le valider ici avec le bouton B. Donc une fois qu'il va être validé, j'ai mon petit clignotement en bleu en bas qui m'indique que je suis bien j'ai bien validé ce chiffre-là. Hop, la LED est descendue d'un cran. Je vais pouvoir de nouveau choisir, cette fois-ci je vais aller jusqu'au niveau 2. Et puis je valide de nouveau. Il va falloir faire le choix du quatrième, je vais aller jusqu'à 9. Je ne peux pas aller plus loin, je n'ai pas géré de tourner en boucle. Et une fois que j'ai validé, j'ai mon code qui s'affiche. Et j'ai bien choisi le code 6729 avec les 4 diodes qui s'allument en vert. Donc je voulais proposer, on parle de code, on parle de protection des données, un programme qui permet de sélectionner un code à 4 chiffres. Alors, j'en ai mis 4 parce qu'il y a 4 LED. Rien ne nous empêche de compléter le programme pour aller au-delà de 4 chiffres. Donc là, je l'ai concaténé. Ici, créer du texte va permettre de concaténer, d'agréger différentes données. C'est ce que j'ai fait en bas du programme. Donc, créer le texte, on l'a vu, code, deux points, et puis le contenu de mes 4 variables A, B, C et D que j'ai alimenté au fur et à mesure. Donc sur l'écran de la carte microbit, il y a toujours un point d'interrogation. On éteint toutes les LED. Ici, c'est bien la couleur noire qui est choisie. C'est le allumé en noir qui permet d'éteindre. Et puis il y en a une. Alors ici, il y a un vert foncé, mais en fait, c'est du jaune. C'est du jaune foncé. Je le fais pour que ce ne soit pas très lumineux, parce que les LED sont assez puissantes. Et puis, comme au début, j'avais positionné ma variable chiffre à 0, mais ça me permet justement de contrôler la LED numéro 0 sur le shield bitmaker. Ça commence de 0, 1, 2 et puis 3. Et donc, je vais pouvoir allumer directement la première LED. On attend ensuite un appui sur le bouton A. Et on voit, puisque j'ai cliqué ici sur le bloc, si le bouton A est appuyé, qu'il descend très très loin dans le programme et qu'il contient 4 tests en fonction de la position du chiffre que l'on est en train de choisir. Donc c'est toujours le bouton A qui va permettre de sélectionner un chiffre. Moi, j'ai voulu me limiter à un chiffre pour que ce soit une position entre 0 et 9. Je n'ai pas mis de contrôle ici pour vérifier qu'on n'était pas en train de dépasser 9. Donc ce serait une étape supplémentaire pour le rajouter dans le programme. Et donc, à chaque fois qu'on appuie sur le bouton A, on incrémente la variable correspondante. Donc, si on est au tout début, le chiffre est égal à 0, on est sur les milliers, et donc on va incrémenter la première variable que j'ai appelée A. Une fois qu'on valide avec le bouton B ici, donc c'est cette boucle-là qui est surlignée en jaune, on va augmenter le chiffre, donc cette fois-ci, je passe aux centaines. Mon petit effet visuel avec les LED qui tournent, c'est cette boucle-là. Donc une variation entre ça se met en noir, ça se met en bleu, et vous avez vu que les LED étaient en train de tourner, donc ça c'est une boucle comptée de 0 à 4. Donc il faut partir de la première valeur incluse
jusqu'à la borne de fin 4 exclus. Et par pas de 1, ça veut dire que de 1 en 1, je vais aller de 0, 1, 2 et puis 3. Donc 0, 1, 2 et 3, j'ai bien mes 4 LED qui s'allument avec un petit délai de 20 millisecondes, ce qui permet de voir le défilement. Et j'ai voulu le répéter 2 fois pour que ça fasse 2 fois le tour. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai appuyé sur le bouton B, j'ai incrémenté les chiffres, et donc puisque maintenant chiffre est égal à 1, quand je vais appuyer sur le bouton A, il n'y a que cette partie-là qui va être prise en compte, et donc c'est ma variable B cette fois-ci qui va être incrémentée. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je l'incrémente, je l'affiche, ce qui permettait de voir sur l'écran qu'à chaque appui sur le bouton, je visualise que effectivement j'ai bien incrémenté variable. Ici, j'ai rajouté une pause de 300 millisecondes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont une idée de pourquoi j'ai rajouté une pause de 300 millisecondes dans le programme? Le rebond de l'interrupteur A, avoir le temps de relâcher le bouton, éviter de monter les chiffres trop vite si on reste appuyé sur A pour éviter que l'incrémentation soit de plus que 1. C'est exactement ça. Si, s'il n'y a aucune pause, on a un petit processeur sur la carte microbit, mais en fait, ça va être tellement vite qu'on ne va pas incrémenter de 1 seulement, ça va très très vite, c'est plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers, quand on a le doigt un peu trop lourd. Alors, il y a une autre méthode. Ici, j'ai zoomé comme ça, vous voyez mieux dans l'écran. J'aurais pu modifier mon test de déclenchement et indiquer si le bouton A été appuyé. Et donc là, je pourrais rester appuyé sur le bouton A pendant 3 heures si je veux. À partir du moment où je le relâche, il aura été appuyé. Et donc là, pour le coup, je vais rentrer à l'intérieur. Donc, il n'y aura pas de délai à gérer. Voilà. C'est une petite subtilité, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Sinon, on n'allait pas incrémenter de 1 en 1. Qu'est-ce qu'on pourrait faire une fois qu'on a un code à 4 chiffres? Alors là, il est physiquement limité à 4, puisque là, c'est mon test de fin. Si j'ai Si mon chiffre atteint la valeur 4, donc juste après qu'on ait validé une dernière fois avec le bouton B, on ajoute un chiffre, il atteint 4, et donc juste après, dans la foulée, ouvrir un coffre-fort. OK. Donc là, j'affiche les 4 chiffres, donc j'affiche les 4 codes, le faire trouver par une autre carte. OK. Activer une mélodie. Oui, on peut rajouter un son. Alors les sons sont dans la catégorie actionneur, donc on pourrait rajouter une musique ou une note sur une fréquence pour indiquer que, voilà, que le son a été trouvé. Effectivement, en termes de cybersécurité, là, il y a une carte qui vient de choisir un chiffre. L'idée, ce serait de l'envoyer à une autre carte. C'est exactement ça. Je vois le commentaire d'Abdel dans le chat. Envoyer l'information à une autre carte. Là, il y a plutôt que l'idée est de ne pas choisir un code qui soit écrit en dur. Il y a toujours, à partir du moment où quelque chose est écrit en dur dans un programme, on ne peut pas le changer. Et potentiellement, qui a accès au programme voit le contenu. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir une carte sur laquelle on va choisir le code. On le vérifie puisqu'il s'affiche. Et on pourrait, alors peut-être utiliser le logo ou l'envoyer en secouant la carte. Si la carte est secouée, on décide d'envoyer le code. Et une troisième carte essaye d'intercepter. Très bonne idée de cyberactivité. Et, il y aurait une carte émettrice, une carte réceptrice, et puis on pourrait demander, mettre ou challenge un groupe d'intercepteurs pour essayer de deviner le code. Je voulais partager une autre activité, je vais vous mettre les liens directement dans la conversation. Je vous propose une activité. Alors, je voulais au départ créer un code César par moi-même, et en fait, je me suis rendu compte que l'interface de VitaScience l'avait intégré dans texte, hein, justement, dans la catégorie texte, puisque mon écran est toujours partagé. Vous voyez en bas, ici, générer une chaîne. Il faut comprendre avec la pop-up qui s'affiche, un code secret, en fait, un mot de passe. Donc, vous avez la fenêtre qui vous indique que ça permet de générer une chaîne contenant un mélange de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Et donc, vous allez en paramètres, c'est la longueur de la chaîne que vous allez modifier. Et juste en dessous, vous avez les deux blocs qui correspondent
au chiffrement ou donc au déchiffrement de César. Donc la méthode César consiste à prendre une chaîne de caractères et à décaler d'un certain cran et remplacer tous les lettres par le 3, ici en l'occurrence avec le bloc, prendre le troisième caractère qui suit dans l'alphabet pour modifier un message qui serait lisible. Là, le bonjour, si je le décale de 3, on va remplacer le B par la troisième lettre suivante dans l'alphabet et ainsi de suite pour tous les caractères. Donc on peut le faire, on peut le programmer de la même manière que j'avais partagé dans le précédent webinaire de cybersécurité. Donc si vous retournez dans la chaîne YouTube Yes We Code de la Fondation C'est Génial, vous allez retrouver les programmes que j'ai partagés l'an dernier pour fabriquer un mot de passe. Donc à partir d'une liste, ici dans les catégories liste, on peut créer, donc moi j'avais créé ici, j'avais créé une variable avec un séparateur virgule, j'avais mis toutes les lettres de l'alphabet, et puis j'avais mis tous les chiffres, plusieurs caractères spéciaux, et je venais piocher au hasard dans cette liste. Donc on pourrait fabriquer vraiment un mot de passe. Et on pourrait également demander à créer une chaîne qui décale de 3 ou 4 caractères une, un message pour le rendre moins facilement lisible. Donc je vous partage euh, l'activité de code César. Alors cette fois-ci avec deux cartes, une carte émettrice et une carte réceptrice, puisque là, sur la précédente activité, avec le code à 4 chiffres, on s'était dit qu'est-ce qu'on pourrait faire à la fin. On a choisi un code, on pourrait l'envoyer à une autre carte. Donc en plus, on va voir les fonctionnalités de communication radio Bluetooth que permet la carte microbit. Donc je vous propose une première activité ici qui est, alors le lien que j'ai mis dans la discussion, la première, c'est la carte émettrice. Ici, en tout premier, donc dans le bloc au démarrage, qui ne s'exécute qu'une seule fois, j'ai besoin d'indiquer quoi? De choisir un canal. Donc c'est une valeur, donc au survol, vous avez toujours le petit message, la petite bulle d'aide. Le canal, c'est un nombre entre 0 et 83. C'est le canal Bluetooth sur lequel les cartes vont communiquer entre elles. C'est très important, c'est vraiment très important. D'une part, en termes de sensibilisation, d'indiquer quel canal on utilise, et surtout quand vous faites l'activité en classe entière, si vous omettez de mettre le canal, les cartes vont communiquer sur le même canal par défaut. Et donc les groupes, il va y avoir un bazar sans fin, et les groupes vont interagir les uns les autres sur leur programme. Donc le plus simple, c'est de choisir quand des groupes, des binômes travaillent chacun de leur côté, de bien se caler sur le canal que l'on utilise. Je vais charger ce programme d'ailleurs dans ma carte. Je le téléverse. J'ai bien mon parapluie, puisque là, je suis en train d'essayer de me protéger. On parle de cybersécurité. Ça me permet de vérifier que j'ai bien chargé le nouveau programme et non pas l'ancien sur les codes à 4 chiffres. Si je descends, cette fois-ci, un appui sur le bouton A va générer. Alors, le programme est beaucoup plus petit, vous voyez. Est-ce que, hop là, si je réduis, j'aurai l'essentiel de ce qui m'intéresse. Je vais remonter un tout petit peu le bloc, répéter indéfiniment. Voilà. Ici, un appui sur le bouton A va envoyer une chaîne et on va chiffrer avec la méthode César le message. Alors là, j'ai utilisé une variable et j'ai initialisé ma variable avec le mot secret en majuscule et un point d'exclamation. Et j'ai choisi, tout à l'heure, la valeur par défaut, c'était 3. J'ai voulu modifier et indiquer un décalage de 4 et en mode chiffrement. Donc là, c'est la carte émettrice, c'est celle qui va appliquer le code César sur mon message à transmettre. Je répète 4 fois un petit signal visuel, donc on est d'accord que ce bloc-là, tous ces blocs-là, ils n'ont aucune autre valeur que purement esthétique, que d'indiquer avec une flèche qui clignote que le message a été envoyé. C'est uniquement ça, hein. Donc ça prend un peu de place. Mais quand j'appuie sur le bouton A, alors je pense que même en vignette, ça sera suffisant.
vous allez voir ici la flèche qui clignote 4 fois. Ça permet d'indiquer que le message est parti. Donc ça prend un peu de place, mais visuellement, on a un indice qui nous dit que j'appuie sur le bouton A, ça clignote, chuit, le message a été envoyé en Bluetooth par la carte. Si j'appuie sur le bouton B, ça c'est la partie qui est juste en dessous, ça nous permet de vérifier. C'est quoi cette méthode de chiffrement du message qui était secret, point d'exclamation. Donc si j'appuie sur le bouton B, bah là j'ai WIG, alors je suis en train de lire à l'envers, mais et le point d'exclamation, donc j'ai bien la même longueur, mais je peux pas le lire, je peux pas le déchiffrer. Je vous ai partagé dans le chat le lien de la carte réceptrice. Donc je vais le charger lui aussi. Alors, je vais le mettre sur un nouvel onglet. S'il y a des questions, je ne perdrai pas de. Alors moi, je l'ai déjà chargé sur une autre carte qui est juste alimentée en USB, mais qui n'est pas connectée à mon ordinateur. Cette carte, que fait-elle? La carte réceptrice. Alors j'aurais pu rajouter un commentaire, ça aurait été pas mal. Vous ne le verrez pas puisque le lien de partage a été généré, mais ici, j'aurais pu indiquer que ça, c'est la carte réceptrice. J'ai voulu mettre un accent. Évidemment, au démarrage, je me positionne sur le même canal. J'ai voulu indiquer avec la coche ici que j'étais bien sur une autre carte et que mon message était bien, ma carte était prête à recevoir. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai la même chose, un élément purement visuel. Pour clignoter 4 fois avec une flèche dans l'autre sens pour indiquer qu'un message a été reçu. Le message qui est reçu ici, c'est une chaîne de caractères, donc string data. Et ce qu'il est important de faire, c'est d'affecter à une variable le contenu de cette chaîne de caractères. Et ensuite, j'ai rajouté un bloc ici pour décrypter le message qui a été reçu avec un appui sur le bouton A. Ici, si j'appuie sur le bouton A, ben, il ne se passe rien parce que j'ai redémarré la carte et aucune donnée n'a été envoyée. Si je remets ma carte qui code le message et que je mets les deux côte à côte, je vais bien avoir, il aurait fallu que je les mette dans le bon sens ici. Sur ma carte réceptrice ici à côté de mon index, si j'appuie sur le bouton, j'ai une flèche dans un sens et de l'autre côté, la carte réceptrice avec la même flèche et le même clignotement indique bien qu'elle a reçu un message. Si j'appuie sur le bouton A, j'ai le message qui est déchiffré, puisqu'en effet, dans le partage d'écran, vous voyez que dans le code, le seul élément qui a changé, sur le message, j'applique le décalage, donc il faut connaître le chiffre, et cette fois-ci, il faut indiquer qu'on souhaite déchiffrer le message. Donc vous avez une activité assez simple pour d'une part chiffrer avec la méthode César, que César donc employait, ça vient de là, avec un certain décalage. On pourrait complexifier le programme en indiquant d'une part avec la carte émettrice peut-être un signal lumineux. Maintenant que vous avez vu qu'on peut aussi utiliser les LED, indiquer un signal lumineux pour indiquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un code couleur pour choisir le décalage, le nombre choisi en décalage. Donc il faudrait, j'envoie un message, mais en plus je vais t'envoyer la clé qui va te permettre de savoir de combien j'ai décalé. Et puis, il y a eu des propositions intéressantes dans la conversation de pouvoir, le cas échéant, intercepter le message. Il est envoyé par radio. Puisqu'on parle de cybersécurité, on a choisi un canal. Oui, mais toute personne présente sur ce canal pourra intercepter le message. D'où l'intérêt de le chiffrer. Puisque même si une carte intercepte le message, donc là, on pourrait récupérer la valeur de string data. Oui, mais qu'est-ce qu'elle contient? Et si c'est chiffré, ben, il faudrait le déchiffrer, savoir que c'est la méthode César qui a été utilisée, et en plus connaître la clé de décalage qui permet de déchiffrer correctement. Si on veut vraiment, s'il y a des fans absolus, on peut mettre plusieurs niveaux de défi et imposer un décalage connu. Et sinon, on peut dire à quelqu'un, bah voilà, choisir, alors peut-être le faire avec un message un peu long, et puis peut-être après travailler sur est-ce qu'on écrit un message en français ou dans une autre langue?
et en fonction de la langue qui aura été utilisée, connaître la récurrence d'utilisation de certaines lettres. En français, c'est souvent le E qui est présent, le plus souvent présent. Donc, si on arrive sur un message assez long à se dire, tiens, il y a beaucoup de tel caractère qui apparaît, ça doit être un E, mais là, il est remplacé par allez, un E, F, G, H, I. Il est remplacé par un I. Il y a beaucoup de I. Ben, c'est peut-être qu'on a fait un décalage de 4. Et si je remets un décalage de 4 à chaque fois, je vais peut-être retomber sur le bon message qui avait été crypté. Voilà les deux partages que je voulais faire avec vous. Bonne soirée, à bientôt, merci.